Voilà, donc sans plus attendre, merci Jean-Christian Petit-Fils. Nous vous avons accueillis dans bien des circonstances, le déjeuner du 21 janvier l'IMB, l'Université d'été du Mans, le Centre d'études historiques de 6 ou 7 fois, je crois, et vos textes étant publiés dans nos actes. En tout cas, merci encore d'être là et nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs et chers amis. Le 1er septembre 1715, à 8h15 du matin, mourait à Versailles, après de 77 ans, Louis XIV, après une maladie de 15 jours. Donc, nous fêtons aujourd'hui, en ce moment, le 300e anniversaire de cet événement qui a donné lieu à des ouvrages, des colloques, des expositions. Et ce soir, c'est l'occasion de s'intéresser, de s'interroger plutôt sur ce roi. A-t-il été le grand roi, tel qu'on décrit, et quelle était la situation de la France sous son règne? Immense règne, 72 ans, le plus long de l'histoire de France. Louis XV viendra ensuite, 59 ans. Et 54 ans de règne personnel. Donc, vraiment une période gigantesque et absolument rayonnante pour la France. Il naît le 5 septembre 1738. Il est roi de 4 ans et demi, après la mort de son père, Louis XIII, le 10 mai 1643. 54 ans de règne personnel, disais-je, avec une régence, celle d'Anne d'Autriche, sa mère, le gouvernement du cardinal Mazarin, extraordinaire ministre qui a œuvré beaucoup pour la paix et la grandeur de la France. Un règne qui occupe une place majeure dans la mémoire nationale et qui toujours, malgré tout, divise. L'homme a ses admirateurs inconditionnels et puis ses détracteurs acharnés. Et les biographies qui lui sont consacrées se présentent tantôt comme de flamboyants plaidoyers exaltant le roi de gloire, ou au contraire d'implacables réquisitoires stigmatisant l'envers du soleil. Le règne en fait, nous offre en effet une alternance de légendes roses, l'immortel, le créateur de Versailles, le protecteur éclairé de Molière, Racine, Boileau, Le Nôtre, Lully, Arnaud-Mansart, etc., et qui a donné un éclatant relief à l'efflorescence des arts et des lettres, et puis la légende noire, celle de l'orgueilleux pharaon, dur, égoïste, vivant sans vergogne au milieu de ses maîtresses, se faisant rendre un culte idolâtre par ses courtisans, celle du roi de guerre, mégalomane, a-t-on dit, aux ambitions expansionnistes, coupable de la double dévastation du Palatinat et d'un chapelet de guerre plus ravageuses les unes que les autres. Et celle enfin du bigot étriqué, dont le fanatisme religieux porte la responsabilité des dragonnades, et puis du désastreux édit de Fontainebleau de 1785, révoquant, comme vous le savez, l'édit de Nantes. En fait, c'est une vaine et fausse querelle qui relève d'un schéma historique dépassé, dans la mesure où les turiféraires ou les détracteurs du grand roi nous renvoient tous deux à un modèle conventionnel, stéréotypé, largement mythique, celui d'une société classique, policée, ordonnée, ayant aisément triomphé de tous les désordres de l'époque, désordres baroques du 1er XVIIe siècle, et figée majestueusement dans le marbre froid. À l'admirable ordonnancement des jardins à la française répondrait l'irrésistible ascension de l'absolutisme, ce grand mot vide qui, soit dit en passant, ne naît qu'au début du XIXe siècle.
La vérité, c'est que cette vérité est plus modeste, elle n'a que peu de rapport avec ces images d'épinal. Les recherches historiques les plus récentes ont montré qu'après la tragédie de la Fronde, marquée par l'agitation des gens de robe longue, des parlementaires, la révolte des grands et des princes de Condé tout particulièrement, la réduction du royaume à l'obéissance et la formation de ce qu'on peut appeler la monarchie administrative a été beaucoup plus lente qu'on ne l'a dit. La France, pour reprendre le mot de Mirabeau, agrégat inconstitué de peuples désunis, à la veille de la Révolution, était, sous le règne de Louis XIV, une société foisonnante de diversité, hérissée de privilèges, de corps jaloux les uns des autres, de prérogatives, de coutumes ancestrales, toutes opposant de farouche résistance au pouvoir royal qui incarne la modernisation du pays et donc contre lesquels il doit combattre. Alors, il s'agit donc de comprendre ce règne, ses ombres, ses lumières, de mesurer les obstacles rencontrés par le pouvoir. Mais avant de dresser un bilan de ce règne, il convient de s'interroger sur la personnalité du roi et sur l'état du royaume. Le roi, d'abord. Son aspect physique, vous le connaissez, rendu par de magnifiques tableaux de Mignard, de Lebrun, de Nanteuil, de Rigaud, sans omettre l'extraordinaire cire d'Antoine Benoît de 1705, qui accuse la vieillesse, un nez qui s'allonge, une bouche amère, des traces de la petite vérole. C'est un buste que vous connaissez tous et qui est tout à fait remarquable, de représentation en cire. Dans sa jeunesse, il était beau, grand, vigoureux. La grande mademoiselle écrivait, il a l'air haut, relevé, hardi, fier et agréable, majestueux dans le visage, les plus beaux cheveux du monde en leur couleur et en leur manière dont ils sont frisés. Les gens le baignent, le portent beau et bien planté, enfin, à tout prendre, c'est le plus bel homme et le mieux fait de son royaume. Il faut dire que la grande mademoiselle était amoureuse de lui. Donc, on a du mal, évidemment, à adhérer pleinement à ce portrait. Mais Alvise Grimani, ambassadeur de la Sérénissime République, écrivait à la même époque, son visage est ouvert et imposant à la fois, son abord courtois et sérieux, il est de tempérament mélancolique, ce qui le rend pondéré. Un détail, le grand roi était grand. Grand de taille, même sans sa perruque, même sans ses cheveux, contrairement à ce que nous dit une légende tardive, datant du XXe siècle, qui s'est basée sur la taille d'une armure de 1668 offerte par la République de Venise à Louis XIV, qui figure au musée de l'armée. Bien évidemment, Louis XIV n'a jamais mis cette armure. Alors, on en a déduit qu'il mesurait 1m62-63, ce qui est complètement ridicule, surtout pour le nom qu'on lui a donné. En réalité, d'après certains témoignages, notamment celui de la Grande Chancelle, il mesurait 5 pieds et 8 pouces, c'est-à-dire 1m84. De sa mère, donc il était très gros, surtout à cette époque. De sa mère, Anne d'Autriche, il a reçu une stricte éducation morale, piété, lutte contre des tendances à l'orgueil, mais il n'était pas particulièrement studieux. Il préférait la danse, la musique, il a appris le luth, la guitare, les exercices au grand air, la chasse, bien sûr, passion des Bourbons, comme son père Louis XIII, comme plus tard Louis XV et Louis XVI. La Fronde lui a fait connaître la guerre civile, l'ambition frénétique et la versatilité des princes, des grands, Gaston d'Orléans, son oncle, sa cousine, la grande mademoiselle, de Grand Condé, qui ont changé de camp à plusieurs reprises. Il a connu la misère, l'errance dans les campagnes, avec
des carrosses bringalants qui suivaient la cour, et chassés de Paris. Il a connu les draps humides et troués de Saint-Germain, quand la cour a dû s'enfuir de la capitale dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649. Dramatique, mais extraordinaire leçon de choses pour le roi. Son éducation politique a été faite par son parrain, Mazarin, le cardinal Mazarin, qui est, je vous l'ai dit, un homme remarquable, ancien collaborateur de Richelieu, qui a été choisi par la reine pour finalement poursuivre la politique de son ennemi, Richelieu, laquelle reine a changé du tout au tout. Sous le règne de son mari Louis XIII, elle était favorable à l'Espagne, pro-espagnole, elle a échangé des correspondances avec son frère le roi, avec son autre frère le cardinal Informe à Bruxelles. Elle envoyait des messages, elle était malheureuse, et une fois qu'elle est arrivée au pouvoir, elle a été saisie par la passion de la France et la volonté absolue de restituer à son fils le royaume dans son état antérieur. La personnalité de Louis XIV est malaisée et cernée. Il est timide, il a souffert d'un complexe d'infériorité. Mais oui, d'un complexe d'infériorité. Il a été moqué par ses camarades, les Briennes, les Coislin, les Vivonne, les Lesdiguières, qui lui reprochaient une certaine lenteur. C'est insensible aussi, un émotif. Il a la larme facile. Il pleure quand il doit se séparer de son égérie, Marie Monsigny, pour épouser l'infant d'Espagne, Marie-Thérèse. Il pleure quand il est contraint de refuser le mariage du comte de Lauzun et de sa cousine, la grande mademoiselle de Montpensier. Ils restent tous les deux 3 quarts d'heure à genoux, joue contre joue, mais il ne cède pas. L'intelligence. Saint-Simon, qui multiplie à son égard la perfidie, Saint-Simon nous dit au-dessous du médiocre. Jugement cruel. On connaît les méchancetés du mémorialiste. C'est pas un surdoué, indiscutablement. C'est pas un Bonaparte sur le pont d'Argonne, un génie tumultueux, bondissant. Mais il est capable de raisonnement, pertinent, de mesure, et empli de bon sens. On ne mettra pas en doute non plus son courage physique à la guerre. On le sait dans les maladies, mais aussi. Alors, il a un défaut, il est glouton, gourmand, et il va avoir toutes sortes de dérangements intestinaux, à tel point qu'au moment de son autopsie, on découvrira que le gros intestin était anormalement développé, dilaté. Il a des sueurs constamment, des vapeurs, les dents lui posent de graves problèmes, puisqu'on va lui arracher toutes les dents de la mâchoire supérieure, et les chirurgiens qui ne sont pas particulièrement habiles à cette époque, il ne faut pas trop avoir une nostalgie du grand siècle en matière médicale, eh bien, lui ont arraché la moitié du palais, de sorte que quand il buvait du vin à Versailles, eh bien, le vin ressortait par le nez. Donc il a fallu cautériser. Ça a été le chirurgien Félix qui s'en est occupé, cautériser la gencive, et ça a été une grande douleur, mais bien sûr, n'a rien dit. Il y a eu la fameuse aussi opération de la fistule anale en 1686, tout ça sans anesthésie. Félix avait fabriqué un instrument tout particulier avec une lame courbe dont on voit les reproductions, mais cet instrument est particulièrement effrayant. Et Louis XIV, pendant l'opération, n'a absolument rien dit, sinon, au plus fort de la douleur, murmurer « Mon Dieu, mon Dieu ». Et bien sûr, ce roi est pleinement roi, juste dans cette douleur, pour
les puissances étrangères pour montrer sa grandeur et sa force. Cette fermeté de caractère, elle tient à l'implacable volonté du roi de construire son image, de donner le spectacle d'un monarque hiératique, secret, mais juste, toujours maître de ses sentiments, d'imprimer sa marque dans la durée. Une anecdote, un jour, Lauzun, ce même Lauzun dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permettait bien des incartades, tire son épée devant lui et la casse en sa présence, déclarant qu'il ne servirait plus. Pour une raison futile. Louis XIV marche à la fenêtre, ouvre la fenêtre et jette sa cape en disant « Il ne sera pas dit que j'aurais frappé un gentilhomme ». Il s'est contenu, évidemment, pour ne pas agir ainsi. Derrière, malgré tout, la carapace de l'homme, les mécanismes d'automates qui vont régir la cour, sa vie privée, son moi demeure, il ne faut pas s'y tromper. Il a un appartement privé à Versailles dans lequel il entasse toutes les richesses, les gemmes, les tableaux, son peintre préféré étant l'Alba, le peintre italien. C'est un homme de goût et qui a énormément influencé son temps. Je ne parlerai pas non plus de tous les bâtiments qu'il a construits, sans, bien sûr, Versailles en premier, mais Marly, Trianon. On a tout dit aussi de sa sensualité, de ses multiples aventures amoureuses, de son manque de délicatesse. Très vite, il a trompé Marie-Thérèse, un an après le mariage, d'abord avec une amourette qui aura sans conséquence avec Madame, sa belle-sœur, mais surtout avec une demoiselle d'honneur de Madame, Louise de la Vallière, qui sera sa première maîtresse et qui lui donnera plusieurs enfants, au moins 5. Ensuite, viendra Madame de Montespan, Françoise de Rochechouart de Mortemart, marquise de Montespan, dite Athénaïs, une précieuse, mais en même temps une femme fortement ambitieuse. Louis XIV n'a, là, je me disais, aucune délicatesse, même vis-à-vis de ses peuples. Quand il se promenait dans la campagne, au moment des années 1667-1668, eh bien, il avait dans son carrosse, il faisait monter dans son carrosse la reine, Mademoiselle de la Vallière et Madame de Montespan. Et les paysans disaient, nous allons voir les 3 reines. Et quand même, c'est assez surprenant dans une cour chrétienne. Mais il faut bien dire aussi que ces grandes ou ces petites maîtresses, parce qu'il y en a eu beaucoup, Madame de Soubise, Madame de Lugan, n'eurent aucune influence sur lui. Ni Mademoiselle de la Vallière, qui, la pauvre, se retire au Carmel en 1674 et qui a laissé de magnifiques réflexions sur la miséricorde de Dieu, que je vais publier en annexe de mon livre sur Mademoiselle de la Vallière, ni la triomphante Montespan, beauté, comme dit la lettre de Sévigné, à faire admirer aux ambassadeurs, ni même l'éphémère Marie-Angélique de Fontange, qui a laissé simplement le souvenir d'une belle coiffure, n'ont influencé le roi. Seul, on peut dire peut-être Madame de Maintenon, la veuve Scarron, qui épouse secrètement en octobre 1683, quelques mois après la mort, elle meurt de la reine, en juillet, elle meurt fin juillet, sera probablement davantage écoutée, surtout, il faut le dire, après 1701, au moment de la guerre de succession d'Espagne. Mais c'est une influence malgré tout limitée surtout aux grâces, aux pensions, mais la faveur de Madame de Maintenon dure 35 ans, donc c'est une grande période de sa vie. Alors il la consultait pour la forme, pour lui faire plaisir, quand il travaillait en tête-à-tête avec ses ministres, en se retournant,
et Madame de Maintenon travaillait à son ouvrage, dans son grand fauteuil à oreillettes. Qu'en pense votre solidité? Mais en réalité, il ne tenait pas tellement compte de ses avis, et surtout, il la tenait en bride serrée. Naturellement, le caractère de ce roi a évolué. Un demi-siècle nous sépare du jeune roi qui escaladait nuitamment les toits du château neuf de Saint-Germain pour aller rejoindre la chambre des filles d'honneur de la reine, du vieux souverain, confié en dévotion, écoutant dans la chapelle royale de Versailles les motets de Dumont, Lully ou de Delalande. En fait, on trouve chez lui à la fois l'aisance, la politesse, la bienveillance de l'honnête homme de son temps, et puis la brutalité toute militaire du vieux colonel de cavalerie. Il a des élans de générosité, mais aussi, il ne faut pas le cacher, des mesquineries. Il ouvre les fenêtres quand les dames grelottent. En carrosse, pas question de faire une pause pour les femmes qui sont tenaillées par un besoin naturel. On suit, on doit suivre. Et c'est sans doute d'ailleurs cette ambivalence qui a fait hésiter les historiens pour leur jugement. Alors le lieu naturel de la cour, comme le lieu naturel d'un roi, le lieu naturel du roi, pardon, c'est la cour, c'est son cadre de vie. Longtemps, on l'oublie, la cour a été itinérante sous ce règne. Alors on emmenait ces meubles, parce que les châteaux étaient démeublés, en carrosse. On allait à Saint-Germain, aux Tuileries, à Fontainebleau, on revenait au Louvre, on partait pour Compiègne, pour Chambord. C'est seulement en mai 1682 que le roi se fixera le gouvernement, fixera la cour et sa propre personne à Versailles. Versailles qui va devenir là une immense cour, 7 à 8 000 personnes, des 3 000 charges, 220 appartements, 400 chambres. C'est gigantesque. La première cour du règne, c'est celle qu'on voit au moment de la fête des plaisirs de l'île enchantée en 1664. Il y a 600 personnes simplement. Donc voilà, ça a été multiplié par 10, voire davantage. Bien davantage. Une étiquette rigoureuse, organisée avec du roi. Saint-Simon le dit, avec un almanach et une montre, on peut savoir à 300 lieues ce qu'il fait. Tout est chronométré, ritualisé, le petit lever, les grandes entrées, les secondes entrées, la messe du matin, la messe quotidienne, le dîner, qui est notre déjeuner, l'après-midi, la chasse, la promenade, le soir, les soirées d'appartement à la cour, où les courtisans se divertissent, et puis le souper au grand couvert, en présence de sa famille, et enfin la cérémonie du coucher. Bien sûr, entre-temps, le roi travaille avec ses ambassadeurs, travaille avec ses ministres, et cette étiquette pesante, il faut le voir qu'elle donne une liberté au roi. Parce que personne n'a l'autorisation de parler au roi directement, de s'adresser au roi. Il faut que le capitaine des gardes puisse lui dire un mot en disant « Sire, telle personne désire vous parler ». Alors ça se passe en général sur le chemin de la chapelle. On traverse la grande galerie, donc la galerie des glaces, pour aller à la chapelle. Si le roi accepte, s'il refuse, eh bien, la personne ne pourra jamais s'adresser au roi. Donc il garde sa liberté de jugement. Vous savez combien il disait quand on cherchait à lui arracher une décision, je verrai. Des fois, on ne voit pas. Mais il aime profondément ce métier de roi qu'il trouve, je cite, grand, noble et délicieux. Pour les courtisans, la vie à Versailles est un enfer doré. Il faut se faire voir, chercher les bienfaits du roi. Le roi, c'est la
fontaine des pouvoirs, tout vient de lui, tous les bienfaits, les pensions, les gratifications, les bénéfices ecclésiastiques. Bref, pour être, il faut paraître, pour paraître, il faut avoir, et pour avoir, il faut plaire. Quelques mots maintenant du royaume. La France, ramenée à ses frontières actuelles, a à peu près 21 millions d'habitants, 21-22 millions d'habitants à la fin du règne. C'est le pays le plus peuplé, après la Russie probablement, mais les statistiques russes laissent à désirer, surtout à cette époque. Diversité de langues, de coutumes, de droits applicables d'une région à l'autre. Le français n'est parlé que par la moitié, à peu près, même moins de la moitié de la population. C'est un pays relativement riche, mais à l'exception des Provinces-Unies et de la Grande-Bretagne. Elle a une assise terrienne importante. 90% de la population vit à la campagne, avec une très forte proportion de paysans. Il y a de belles années de production céréalière, mais malgré tout une économie rurale très fragile. Les aléas climatiques ont vite fait de détruire cet équilibre. On est dans la période du petit âge glaciaire qui se termine au XIXe siècle. Des disettes, des famines ont frappé le pays, et des famines épouvantables. On l'oublie souvent. 1693, 1694. 1 300 000 morts en plus de la mortalité naturelle. C'est-à-dire autant que la guerre 14 dans un pays 2 fois moins peuplé. 1709, le fameux grand hiver. La Méditerranée gèle à Marseille. Les oliviers éclatent en Provence. Le vin du roi gèle dans son verre à Versailles. Eh bien, 630 000 morts en plus. Donc, il faut bien comprendre aussi, quand on parle des années noires, sombres du règne, des dernières années, que le roi n'est pas responsable de ce désastre climatique et des morts. À cela s'ajoutent bien sûr les conflits, voire des guerres qui vont s'accélérer, s'accroître à la fin du règne. La France est une monarchie militaire où les dépenses de guerre représentent en année de paix plus de la moitié du budget. La moitié du budget. En France, en 2014, c'était 2% de notre budget militaire. La moitié du budget. Et ce taux bondit à 70-80% pendant les guerres. Il faut, au bout de 2 ans, composer, parce qu'on n'a plus les moyens de mener la guerre. Ça explique aussi la volonté de négocier du roi au bout de 2-3 ans. Il y a les fortifications, la marine. La marine de 14 est impressionnante. L'armée de terre. Plus de 300 000 hommes, 400 000 hommes ont été mobilisés, notamment pendant la guerre de succession d'Espagne. Le talon d'Achille de cette monarchie, c'est l'extravagant système fiscal, inégalitaire, inefficace, avec ses tailles, ses suppléments, le taillon, ses impôts indirects qui sont affirmés, ses 6 ou 7 régimes de gabelle, l'impôt sur le sel, ses ventes d'office, donc de charges de fonction publique, qui sont héréditaires depuis Henri IV, depuis la fameuse Paulette. Il suffisait d'acheter un office et on payait une taxe, la Paulette, le chantier financier Paulet qui l'a affermé, à qui cette taxe a été affermée en 1604, pour pouvoir transmettre son office, donc une charge administrative, une charge de fonctionnaire en quelque sorte, à ses enfants. Tout cela avec l'absence d'une banque d'État, conduisant à la haute aristocratie, l'Église, les grands dignitaires de l'Église, à jouer dans les affaires du roi, c'est-à-dire à prêter de l'argent à des taux très élevés, et la noblesse a joué dans ce capitalisme fiscal une part très importante, négligeant malheureusement les investissements outre-mer ou les investissements rentables, comme le faisait la gentry anglaise. Et malgré les efforts d'un très grand ministre qui a été Colbert. Les résistances aristocratiques aussi ont été nombreuses
moins nombreuses que du temps de Louis XIII, ce qu'on appelle des émotions populaires, des soulèvements violents, mais c'est sous le règne de Louis XIV qu'a eu lieu le soulèvement des bonnets rouges. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, en Bretagne. Alors, sauf que c'était un cas très particulier, les bonnets rouges, parce qu'il y avait un caractère social, de guerre sociale presque. En revanche, la plupart des émotions populaires, des soulèvements, il y en a eu un peu partout, en Guyenne, en Gascogne, en Normandie, dans les Vivarais, ce sont des soulèvements provinciaux associant les élites, le curé, le seigneur, contre l'envahissement du pouvoir royal représenté par la fiscalité. Donc les impôts, bien sûr, qu'il faut augmenter pour payer les guerres. Et puis à la fin du règne, il y aura des coteries aristocratiques qui s'installeront à Versailles, derrière la coterie des dévots, derrière le duc de Bourgogne, l'héritier du trône, et qui tirera son inspiration des travaux de Fénelon, l'archevêque de Cambrai. Et puis de petits clandestins, dont nous parle Saint-Simon, les gendres de Colbert, le duc de Bourgogne-Viguier et le duc de Chevreuse. La société d'Ancien Régime est composée de corps hiérarchisés, fondés sur des cascades de mépris, et l'État royal qui incarne, je vous l'ai dit, le bien commun, a beaucoup de mal à lutter contre ces puissances étouffantes. Tout fonctionne sur des systèmes de fidélité, de relations d'homme à homme, hérités de la féodalité, la défection d'un prince, d'un prince du sang, d'un duc et père, pouvait entraîner des centaines, voire des milliers de gentilshommes. On l'a vu pendant la Fronde. C'est donc un mécanisme très important qui est étudié sérieusement par les historiens, notamment les historiens anglo-saxons, montrant que dans un système non encore étatisé, ou pleinement étatisé, ce sont ces mécanismes qui expliquent les phénomènes politiques. Alors pour contrer le pouvoir des grands, la monarchie a dû d'abord vendre des offices, je vous en ai parlé. Il y a 45 000 titulaires d'office, donc ce sont des fonctionnaires, 45 000. C'est à comparer à nos 5 500 000 fonctionnaires aujourd'hui. C'est évidemment, il faut aussi avoir en tête ces chiffres pour comprendre quand on vous parle d'absolutisme, de dictature du roi, 45 000 fonctionnaires, 5 600 000 fonctionnaires ou 500 000 fonctionnaires aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait même pas les dénombrer. Enfin, c'est une autre affaire. Même la Cour des comptes. Ces offices ont échappé à l'emprise du pouvoir du fait même de la vénalité. Ce sont des magistrats très indépendants, ce sont des petits offices de police ou de finances. Alors, les cardinaux ministres, Richelieu puis Mazarin, ont essayé de développer une autre forme d'administration. Ce sont les commissaires qui sont nommés par commission et donc révocables à volonté. Mais le nombre est très insuffisant, quelques centaines. Donc il a fallu que les cardinaux ministres se mettent eux-mêmes à composer leur propre réseau de clients et de fidèles, comme le faisaient les grands. On est vraiment on n'est pas encore sorti pleinement du système féodal ancien. Même sous le règne de Louis XIV, les choses changeront à partir de la fin du règne, mais pas au début. Alors, à la mort de Mazarin, en 1661, le roi réunit le conseil et décide qu'il n'y aura plus de Premier ministre. Et pour qu'on se tienne pour dit, il fera quelques mois plus tard arrêter le surintendant des finances qui ambitionnait le poste. Il sera condamné pour péculat et pour crime de lèse-majesté et enfermé, vous le savez, dans le donjon de Pignerol en 1665, où il mourra en 1680. Le roi réorganise le Conseil d'en haut, qui est l'organe suprême de la monarchie, donc ce sont des conseillers du roi, des ministres. Quand on entre au Conseil d'en haut, on devient ministre d'État. Quand vous n'êtes plus convoqué, vous perdez votre titre de ministre d'État.
Mais le roi n'a pas encore de prise directe sur le pays. Un secrétariat d'État, c'est 500, 600 personnes, 5-6 bureaux, la marine est un peu plus importante. Et donc, faute d'administration centrale, eh bien, Louis XIV va, pour élargir son espace politique, au lieu de s'appuyer sur un seul ministre, comme le faisait Louis XIII, il va répartir sa faveur entre deux clans. Le clan Colbert et le clan Letellier, Louvois, Colbert pour la marine, pour l'administration, les beaux-arts, les bâtiments, et puis Louvois pour la guerre. Je vous ai dit combien pesait la guerre, combien l'importance dans le budget militaire, d'importance du budget militaire dans le budget total. Alors, ce jeu de bascule, en fait, qui correspond après l'âge du ministériat, qui s'achève en 1661, à l'âge des clans, s'achève en 1691 à la mort du dernier des grands vizirs, qui est Louvois. Et là, à partir de cette époque, c'est la dernière étape de la construction de la monarchie administrative. J'ai mieux ce terme que d'absolutisme. Les ministres, les commis, les conseillers rendent compte directement au roi, et le roi travaille avec ses commis, avec les ministres, en direct, ça s'appelle l'alias, et le tout est rapporté au Conseil d'en haut, lequel Conseil d'en haut perd en très large partie ses pouvoirs, sauf pour des grands problèmes au moment de la succession d'Espagne, par exemple. Là, il y aura une véritable discussion au sein du Conseil. Voilà donc une modification d'un processus décisionnel qui s'opère sous le règne de Louis XIV, mais qui montre aussi comment le pouvoir se renforce son isolement, parce que le roi a déjà coupé tous les ponts avec la société, il n'y a plus d'états généraux depuis 1614, donc depuis la minorité de Louis XIII. Les droits de remontrance des parlements ont été soigneusement limités. Les États provinciaux mis sous surveillance, certains États ne se même plus réunis. Le gouvernement s'enfermant à Versailles aussi, à partir de 1682, eh bien, s'éloigne encore davantage du peuple. En même temps, le XIV est parvenu à ce qu'on appelle domestiquer, non pas la noblesse, mais la haute noblesse. Il y avait à peu près 200 000, 220 000 nobles sous le règne de Louis XIV, c'est seulement quelques milliers. Mais par les mécanismes de clientèle et de fidélité dont je vous ai parlé, eh bien, évidemment, ça permet de tenir l'ensemble de la société. Saint-Simon nous le dit, avec des vanités, des petits riens, des préséances distribuées, il a réussi à discipliner cette aristocratie turbulente dont les enfants étaient des frondeurs. Sire Marly, on réclame au roi le privilège d'aller à Marly. Et chaque semaine, le roi va publier un bulletin où ceux qui sont invités à aller dans cette jolie maison de campagne de Marly, on attend, on regarde, c'est comme les feuilles du bac, quoi. On attend la convocation à Marly. Et c'est évidemment un immense... Donc un battement de cils, finalement, suffit à ce moment-là à ramener l'ordre là où la guerre, il fallait engager des régiments entiers. Se met en place aussi à Versailles la liturgie royale, celui du Dieu qui donne, qui pardonne, qui est le maître des grâces, le maître des disgrâces aussi. On se bat pour avoir droit à un tabouret au cercle de la reine, un coussin dans l'église, une porte qui s'ouvre à 2 battants devant vous, au lieu d'un seul battant. C'est un honneur, c'est un privilège. Et pendant ce temps-là, on oublie les guerres intestines. Dès 1654, le sacre de Reims a donné à ce pouvoir royal la dimension transcendantale qui lui a permis d'échapper à la concurrence des autres corps et à la puissance écrasante de ces corps et de cette force centrifuge. Cette sacralisation de l'autorité légitime entre les mains du roi a été un des plus puissants moyens de cohésion du corps social. Le prince, considéré comme un être quasi divin, évêque du dehors, du fait
de cet investissement par Dieu lors du sacre, attend de ses sujets soumission et adulation. Il devient, en quelque sorte, par le sacre, le maître des âmes de son royaume. Bossuet, évêque de Meaux, grand prédicateur, précepteur du Dauphin, le dira, désobéir, c'est commettre un sacrilège. Ainsi, Louis XIV, par cette politique de centralisation, bien limitée, il faut le dire, a suppléé à la faiblesse chronique de l'État, à la vénalité des offices, à l'absence d'un droit unique couvrant le royaume. Il a donc créé par ses moyens l'État moderne, non pas l'autocratie, par l'envoi en province d'armées de fonctionnaires, mais une fédération progressive autour de lui, des fidélités des grands, des clientèles ministérielles et l'intégration des réseaux périphériques de la haute aristocratie au corps politique. Il n'a pas réalisé l'État rationnel, unifié, ni remodelé le droit, ni supprimé les farouches chevauchements des coutumes et de la jurisprudence. Seul, vous le savez, c'est la Révolution qui fera ce travail. Plus qu'on l'a cru aussi, il a dû s'accommoder des structures existantes. Il a fallu s'appuyer sur les oligarchies locales, conclure avec elles des compromis, étendre les privilèges. Donc cette monarchie a bien du mal. D'un côté, elle supprime les privilèges, mais faute de moyens financiers, elle doit en redonner. On est dans un système un peu contradictoire. Et la noblesse a été assez fortement associée à ce système. Les parlements, les États provinciaux, à condition de se contenter de se cantonner dans leur domaine de compétences, ont finalement joué un rôle assez grand dans cette monarchie et ont bénéficié d'une grande autonomie. Une grande autonomie locale, en témoignent d'ailleurs les hôtels particuliers. On voit surgir dans les provinces à ce moment-là. La noblesse partage aussi la manne fiscale. Il y a à peu près 50% de l'impôt qui remonte seulement dans l'État central. Tout le reste se disperse dans des commissions diverses. Et on voit donc ces hôtels qui surgissent à Rennes, à Nantes, à Bordeaux, à Tours, à Dijon. Tout ça se poursuivra prodigieusement au cours du XVIIIe siècle. On ne peut pas dire pourtant que le roi est foncièrement conservateur, prisonnier de cette société aristocratique, parce qu'il va jouer sur les influences sociales, il va choisir des grands commis contre la haute noblesse. On a dit souvent que le roi essayait d'élever la bourgeoisie ou la noblesse de robe plutôt que la vieille aristocratie. C'est un schéma bien connu, mais c'est tout à fait exact. Mais le pouvoir profite de la moindre faille pour étendre son pouvoir, pour disloquer la vieille société de corps et d'or, de prendre le contrôle des dettes des communautés, de ne plus convoquer certaines assemblées d'États provinciaux, et on voit émerger à la fin du règne des intendants qui ont été longtemps en rivalité avec les gouverneurs. On les voit asseoir leur pouvoir. Donc, comme tout bon capétien, Louis XIV a joué sur des registres contradictoires, rassemblant en père de famille affectionnés les groupes sociaux, tout en veillant à maintenir un minimum de tension et à couper les ailes aux puissants. Comme l'a dit François Furet, la monarchie absolue n'a cessé de tisser une dialectique de la subversion à l'intérieur du corps social. Reste, et je vais en finir par cet aspect, à esquisser le bilan du règne. Au passif, les guerres, assurément, 33 ans. Les deux premières, la guerre de Dévolution et la guerre de Hollande, ont été voulues par Louis XIV. Et la guerre de Hollande constitue une des grandes erreurs du règne. On peut être plus nuancé sur les guerres suivantes, deux grandes guerres suivantes, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, qu'on appelle aussi la guerre de succession palatine, et la plus meurtrière de toutes, la guerre de succession d'Espagne. Mais aussi,
faut bien le reconnaître, les maladresses de Louis XIV ont contribué à leur déclenchement. Il est certain que les structures de l'Europe, avec ses systèmes dynastiques, ses jeux d'alliance, ses princes affamés d'ambition, ces États-nations en gestation, ont poussé au conflit. Il y a eu aussi un grand malentendu qu'il convient de souligner. Beaucoup de puissances étrangères ont pris pour elles les discours triomphalistes et la propagande laudatrice à l'égard du roi. On exalte l'Apollon, le Jupiter, le Mars triomphant, qui en réalité, discours qui avait un usage interne. Elle avait pour but de rassembler la noblesse autour du roi. Mais les ennemis de la France ont accusé la France de vouloir, d'aspirer à la monarchie universelle, ce qui est une erreur. Puisque, en dehors de l'aventure hollandaise, qui, comme je vous l'ai dit, a été une erreur grave, de l'acceptation du testament de Charles II d'Espagne, qui a posé un problème d'orientation de la diplomatie, on peut dire que la politique de la France était essentiellement axée sur la défense du précaré, cher au maréchal de Vauban. Ouais, à l'aune des souverains de son temps, Louis XIV n'était pas le plus malhonnête intellectuellement, ni le moins respectueux des alliances. Léopold Ier, l'empereur, Guillaume d'Orange, qui deviendra, après avoir été statutaire de Hollande, le premier roi d'Angleterre, le roi d'Angleterre, Victor Amédée de Savoie, n'ont pas eu ces scrupules. Et quand M. de Malbrouck s'en allait en guerre en Bavière, le duc de Marlborough, ses ravages ne le cédaient en rien aux 2 sacs du Palatinat accomplis par le maréchal de Turenne et le maréchal de Tessé. Au plan interne, bien sûr, la grande faute, c'est la révocation de l'édit de Nantes, qui choque à bon droit notre conscience moderne. Il faut préciser qu'à l'époque, on pensait autrement. Les clergés, les parlements, l'immense majorité des corps constitués et de la population ont poussé à cette décision qui a été préparée de longue date par un minutieux travail de sape des communautés huguenotes. L'édit de Nantes paraissait comme une anomalie en Europe face à des pays soucieux de réaliser leur unité religieuse. Ce n'est pas une excuse, mais la France a connu aussi des voisins particulièrement intolérants. L'Angleterre, en 1778, a persécuté les catholiques. Le drame de la révocation, c'est surtout un drame de la communication, puisque les nouvelles étaient filtrées par les intendants, par les gouverneurs, par les ministres, et que le roi n'avait pas connaissance pleinement de ce qui se passait sur le terrain. On disait, sire, c'est fantastique, tout le monde se convertit, les milliers de Huguenots en Béarn, en Guyenne, en Poitou, tous ont changé de religion et sont revenus dans la religion catholique. Et le roi le croyait très, très sincèrement. Alors il y avait de temps en temps le représentant M. de Ruvigny, le représentant des protestants officiels, des protestants qui disaient attention, il y a des dragonnades, il y a des exactions qui sont commises. Alors le roi dit non, attention, pas de violence, pas de violence. Mais le roi n'a pas été directement au courant. Cela étant, il est roi, il a bien sûr la responsabilité de cette politique. Et aussi, il faut dire que cette monarchie, enfermée à Versailles, était devenue un peu autiste. À l'actif, maintenant, nous avons de belles choses. L'agrandissement territorial, Lille, Dunkerque, la Flandre wallonne, le Hainaut, le Cambrésis, la Franche-Comté, Strasbourg, la Basse-Alsace, le Roussillon. Donc la France, qui est à peu près l'hexagone, à la fin du règne, qui correspond à peu près à notre hexagone, a des frontières beaucoup plus sûres que sous le règne de Louis XIII. La monarchie, bien sûr, a bénéficié du déclin espagnol et de la menace turque à l'est. Versailles, modèle pour l'Europe, de châteaux, de palais, copiés à Saint-Pétersbourg, copiés à Madrid, copiés à Naples, à Londres, est un modèle à
absolue de beauté. Au crédit, l'administration de Colbert, les finances, rationalisation de l'État, le développement économique, les grandes ordonnances, la création des manufactures, contrôle de la qualité, la réforme de l'armée par l'hôtelier et nouveau. L'armée restait encore profondément féodale au début du règne. Et puis le rayonnement exceptionnel des arts, des lettres et le goût du roi pour ce mécénat royal. En conclusion, que dire? Malgré des erreurs et des graves fautes, la balance, à mon point de vue, penche davantage du côté de l'actif que du passé, que du côté du passif. La grandeur de Louis réside moins dans l'apothéose de la jeunesse ou la gloire de Nimègue que dans cette fermeté de caractère qu'il s'est opposé à la fin du règne à ces terrifiantes tempêtes et à ces terribles défis du destin. Le refus de courber la tête quand en 1709, malgré les pressions énormes et les concessions territoriales considérables déjà consenties, la coalition des ennemis veut dépecer la France et atteindre le vieux roi dans son honneur personnel en l'obligeant à déclarer la guerre à son petit-fils, Philippe V. Son courage, quand à près de 74 ans, en juillet 1712, voyant le prince Eugène prêt à fondre sur Paris sans défense, il refuse de se replier à Chambord et envisage de se porter sur la Somme avec les dernières troupes afin, dit-il, comme il le dit au maréchal de Villars, de périr ou de sauver l'État. Sa résignation chrétienne, enfin, quand, en 1711 et en 1712, il voit brutalement disparaître ses proches, son fils, le grand dauphin, son petit-fils, le duc de Bourgogne, l'épouse de celui-ci, la charmante duchesse de Bourgogne, que le roi affectionnait tout particulièrement, son arrière-petit-fils, le duc de Bretagne. Dévoré de chagrin, atteint dans sa chair, il accuse de coups, mais garde ferme le gouvernail. Vous avez perdu 2 filles qui avaient bien du mérite, dit-il douloureusement en avril 1711 à son musicien préféré. Moi, j'ai perdu Monseigneur, Lalande, il faut se soumettre. Oui, à ce moment-là, Louis XIV a bien mérité le surnom de Louis le Grand, tant il est vrai que pour les rois, comme pour les humbles mortels, la vraie grandeur reste toujours celle de l'âme. Je vous remercie.